La planche. La planche. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans La Planche, Tu vois la planche comme les planches de bande dessinée. le podcast qui explore les profondeurs du métier d'auteur et d'autrice de bande dessinée. Une production du musée de la BD de Bruxelles. Je m'appelle Ronan Chabra, Bonjour. jeune auteur en herbe. J'adore poser et me poser des questions. Qui suis-je? Où vais-je? Mais tais-toi, toi. J'ai eu la chance et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec plusieurs auteurs et autrices de bande dessinée afin de leur poser des questions et d'explorer avec eux les méandres de la création. Dans cet épisode, c'est en leur compagnie que j'explore la question de la bande dessinée commerciale. La bande dessinée commerciale? Oui, de cette tension qu'il peut exister entre un type de bande dessinée dit commercial Trop commercial. et un autre type qui ne le serait pas. C'est trop un télo, c'est quoi ce truc-là? Quand on dit qu'une bande dessinée est commerciale, Oui. que dit-on exactement ? Bah que c'est nul. Il a osé. Le commercial est-ce un genre en soi ? Une recette de pur divertissement ? La mort de l'art ? C'est ça le philippiniste. Et à l'opposé, qu'y a-t-il alors ? Je sais pas. La bande dessinée expérimentale, indé, alternative ? Underground. Quelles connotations toutes ces catégories renferment-elles ? Quand on est auteurice, faut-il choisir entre art et commerce ? Art, commerce, le bien, le mal, c'est la même chose. Mais tais-toi, toi. C'est avec ces questions et mes quelques a priori personnels que je suis allé recueillir des réponses qui, je l'espère, vous intéresseront autant qu'elles m'ont intéressé. Ok. Bonne écoute. On y va? Où elle en était bleue, maintenant c'est juste autour des yeux. Car c'était une armoire qui voulait être un homme, mais c'était une armoire qui n'en avait que la forme. J'adore le mainstream, j'adore le tout public, mais dans l'idée que ce qui est populaire n'est pas forcément quelque chose de négatif. Fabien Wellman, scénariste entre autres de la série Seul et de la bande dessinée Le Dieu Fauve. Pour moi, c'est très très important de proposer ce que j'aime bien appeler du mainstream exigeant, c'est-à-dire du mainstream avec de la qualité. Spielberg, par exemple, pour moi, j'aime pas tout ce qu'il fait, hein, c'est pas la question, mais c'est un très très bon modèle de ça. C'est un type extrêmement lisible, ses films sont toujours accessibles. C'est quand même une politesse, je trouve, vis-à-vis du public. Mais par contre, il peut toucher à des sujets qui peuvent aller très très loin. Donc ça, pour moi, c'est des modèles, je reconnais. Les gens qui... Goscinny, pour moi, était pas loin de ça. J'ai adoré Goscinny. Si ce n'est que Goscinny, je restais à une forme de surface de la critique, par exemple, des choses. Il avait un esprit extrêmement caustique, mais il n'allait pas rentrer dans le politique, par exemple. Christin rentrait dans le politique, et Christin était un autre scénariste qui a beaucoup compté pour moi, parce qu'il, lui, il allait au cœur des choses d'un point de vue vraiment philosophique et politique. Et j'ai essayé à certains égards de mixer ces deux facettes de choses que j'aime, à savoir une approche extrêmement ludique et extrêmement intelligente de la part de gens comme Goscinny ou Franquin, et une approche un peu plus politique comme celle de Christin, mais en essayant de noyer le poisson. Je veux surtout pas qu'on ait l'impression, quand j'écris un bouquin, tiens, c'est le nouveau pamphlet de Wellman, même si ça peut-être des fois ça ressemble à ça, et peut-être que des gens le voient, hein, c'est possible, mais il y a souvent des thèmes dans ce que j'ai envie d'aborder. Mais si on ne voit que le thème, c'est que j'ai échoué, quoi. J'ai quand même envie d'abord qu'on prenne la BD en main en disant waouh, ça a l'air super, je vais passer un très bon moment, c'est excitant. C'est ça que moi je vois dans la partie mainstream. Alors, sous le fait de faire des trucs commerciaux ou pas, je pense que c'est des catégories qui ne marchent. Enfin, au moins pour moi, je ne tiens pas ça en considération parce que j'adore des choses qui sont extrêmement commerciales et des choses qui sont extrêmement hermétiques. Manuel Fior, auteur entre autres des bandes dessinées 5000 km par seconde et Hypericon. Par exemple, je suis un passionné de science-fiction et je pense que Rencontre, le troisième type de Spielberg, c'est un des plus beaux films de science-fiction qui a été fait. Et en même temps, Solaris aussi, de Tarkovsky, sur la littérature comme Ballard, comme Asimov, c'est des trucs très différents. Sur la bande dessinée, j'ai lu beaucoup de bandes dessinées américaines super-héros. Je me suis formé sur les années 70, X-Men, Spider-Man. Je pense qu'il y a des périodes qui sont vraiment, pour aussi les contraintes qu'ils avaient, vraiment de très haute qualité, d'auteurs comme David Mazzucchelli qui ont fait des chefs-d'œuvre.
Et en même temps, j'aime bien le dernier auteur que je connais, moi, parce que j'ai fait tous les festivals, qui vient de publier son premier truc et qui restera comme ça, peut-être inconnu. Du coup, comme je dis, sur ma table, normalement, il peut y avoir une monographie d'Elvaux et une bande dessinée de Donald Duck. Il n'y a pas une grande différence pour moi, parce que c'est de la grande art, surtout Donald Duck de Karl Barks, c'est la grande art à côté. Et du coup, je ne pense pas que les gens qui lisent ça aillent de tête comme ça, genre les gens qui sont les commerciaux, les gens qui sont... Moi, j'essaie de faire une bande dessinée pour tout le monde, franchement. Après, si c'est trop hermétique ou compliqué, peut-être que je ne suis pas arrivé à faire ce que je voulais faire. Mais moi, je vais faire la bande dessinée pour des gens qui n'ont jamais lu de la bande dessinée, qui ne connaissent rien, pour les gens les mecs qui travaillent à la poste, les profs universitaires. Moi, je veux arriver à tout le monde, franchement. Après, si j'y arrive pas, c'est mon limite peut-être. Mais c'est que beau. Mais je pense pas qu'un soit plus intelligent que l'autre. Ni que les gens qui regardent Spielberg soient moins intelligents. Mais au contraire, je veux pas non plus mettre à côté, genre, et pas regarder les choses qui sont fortement cryptiques. Je sais pas, un film de Bellatar de 4 heures. Parce qu'impossible à regarder, c'est super intéressant pour moi. Ouais. Bellatar, oui, je connais pas. Le cheval de Turin, par exemple. Un film magnifique de 4 heures où il se passe presque rien, mais c'est une expérience assez forte. On ne peut pas parler de Satan Tango, 7h30 de film. Que tu as vu aussi? Pas tout. Ouf, quelle expérience. Mais le cheval de Turin, oui. Ah ouais, 4 heures. Sur la question du commercial, je ne sais pas si c'est un terme qui fait un peu de partie de ton vocabulaire mental, on va dire. Est-ce que tu peux penser en ces termes quand tu fais de la bande dessinée, que ce soit dans un sens, par exemple, à faire attention à ne pas faire du commercial, ou dans un autre, qui est j'aimerais rendre ce projet plus commercial, par exemple? Alors, je vais reparler peut-être de mes 3 ans à CLA, où moi j'étais relations presse et libraire. Emily Gleason, autrice entre autres de la bande dessinée Ted, Drôle de Coco, et dessinatrice de Robbie. Donc le commercial, je pense que j'ai un peu une idée de ce que c'est. Mon travail étant de savoir ce qui se vend, ce qui est mis en avant, ce qui ne fonctionne pas et pourquoi, comment faire un livre optimal pour qu'il soit bien mis en facing, qu'on puisse le ranger ensuite de manière à ce que ça devienne un livre de fond, patati patata. Et donc tu as ce côté où, oui, c'est vraiment une espèce de petite cloche que j'ai dans le cerveau à chaque fois, genre, ça c'est... Je vais peut-être pas employer le mot commercial, mais tout bêtement, genre, ça va pas plaire, ou c'est pas grand public. Et je pense que c'est un peu comme une recette de cuisine, hein, c'est de prendre c'est une pincée de commercial quand même dans un livre pour pouvoir le voir. Et c'est pas que j'ai des potes, mais comme je viens du milieu de fanzinette, un peu une partie de moi qui est là, genre, t'es en train de vendre ton âme, en fait. Le truc, c'est de faire des trucs qui nous plaisent et tout. Et je pense qu'il est quand même important d'avoir, enfin, si tu veux, non pas réussir, mais du moins que tes BD soient lus par un plus grand nombre que toi et tes potes. Je sais pas si ce que je dis est bien ou pas, mais je crois qu'il est important d'avoir quand même en tête ce côté commercial. Même si tu en fais ton côté commercial, ça dépend du public que tu vises. Moi, je veux pas faire des BD de youtubeurs non plus, tu vois. C'est pas toucher le plus grand public ne m'intéresse pas. Mais je veux bien toucher le public et un public qui me plaît et à qui je plais. Waouh. Oui, moi je trouve que c'est une réflexion très intéressante parce que moi j'ai fait l'école Saint-Luc par exemple en bande dessinée et c'est vrai qu'à la sortie de ça c'était des réflexions que j'avais pas du tout et auxquelles je me suis confronté du coup à la sortie des études. Ça fait 3 ans maintenant. Et donc ça me travaille beaucoup, je l'ai toujours pas résolu, c'est pour ça que je pose la question aussi. Je pense que peu d'écoles Strasbourg, c'était le même problème. Hein. C'est vrai que tu es lâché dans la nature après 5 ans et tu sais même pas envoyer un mail à un éditeur, tu sais même pas ce qu'est une facture. Enfin, c'était
c'était une horreur que d'être jetée. Je me sentais nue et à rien comprendre. Et donc, le conseil que je peux donner, c'était, et j'ai eu encore une fois de la chance, je pense, mais de ne bosser ou de ne faire des stages ou de ne travailler que dans ce milieu-là ensuite, mais pas forcément des ateliers BD. Et c'est de comprendre comment fonctionne toute la chaîne du livre, parce que le commercial se fait aussi là-dedans. Si tu veux faire de la BD, il faut évidemment savoir ce qu'est un diffuseur, l'imprimeur, comment fonctionnent ses relations, la distribution d'un livre, le temps de vie d'un livre dans une librairie, comment fonctionne une librairie. Ça m'a plus appris que 5 ans à Strasbourg, j'ose le dire. Non. Ça c'est évidemment complété. Mais Oui, parce que tu as appris autre chose à Strasbourg. ouais, j'ai appris, je pense, 10% du boulot, qui est de faire des planches. Comme nos droits d'auteur, hein, dans le camembert de l'édition. Mais le reste, c'est indissociable, je dirais, de savoir ce qu'un libraire va mettre en avant pour... Enfin bref. À l'heure actuelle, ce sont les commerciaux qui demandent la couverture avant même qu'on ait fini l'histoire. Bien souvent, on va changer le scénario ou en cours de route ou ajouter une scène plus marquante. Marc Westerlin, auteur entre autres des séries Docteur Poche et Jeannette Pointu. Et donc, c'est un problème de concevoir une couverture avant même que l'histoire ne soit finie. Mais eux, ils veulent placer ça avant. Ça me fait dire de plus en plus que donc ils sont exigeants vis-à-vis de... Bon, c'est peut-être une procédure normale pour présenter aux libraires les futures sorties. Mais aussi, ça nous limite, ou ça risque de nous limiter. En plus, ils choisissent toujours mal parce qu'on vous demande 3 projets et ils choisissent toujours le plus mauvais. Ah bon? Oui. C'est comme ça que ça se passe bien trop souvent. Qui me fait dire que, en fait, les commerciaux, les représentants ont pris le pouvoir. Et ils veulent vendre uniquement de succès. Ils se voient très bien vendre Astérix, Tintin ou, je sais pas, des séries très connues, ou les Schtroumpfs, ou n'importe. Et donc, ils voudraient bien que vous fassiez pareil. Là, il y a un problème de création, d'invention, de nouveauté. C'est arrivé souvent qu'on vous demande... Ça arrive à tous et tout le temps. Oui. Et personne ne me contredira sur cette affaire, sauf les représentants. Mais ce n'est pas leur rôle de dire aux dessinateurs ce qu'ils doivent faire. Ça, ce sont les rédacteurs d'édition ou l'éditeur lui-même. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de rester. Donc voilà. Et avant, ils avaient moins de place, alors. Ils faisaient leur boulot, c'est-à-dire d'aller se présenter chez les libraires, de montrer ce qui va se faire, etc. D'en parler, de présenter le bouquin, fini. Mais ce rôle a été délaissé au profit de simples courriers électroniques qu'on vous envoie. Voici il manque le rapport humain. De toute façon, ce sont des machines qui vont chaque fois maintenant remplacer l'humain. Et c'est ça le défaut. Faire du commercial, ça veut dire quoi? Parce que faire du commerce, ça veut dire gagner de l'argent, quoi. Ça a beaucoup à voir avec ça, le commerce. Éric Lambé, dessinateur entre autres des bandes dessinées Antipodes et Paysages après la bataille, récompensé du Fauve d'Or du Festival d'Angoulême en 2017. Comme la bande dessinée n'a jamais été pour moi envisagée comme un travail rémunérateur, et que j'ai, malgré moi, échappé à ça parce que je n'arrivais pas à en faire j'arrivais pas à l'envisager du tout comme quelque chose qui pouvait être rémunéré, gagner de l'argent. Ça rentrait pas du tout dans mon rapport au dessin et à la BD. Donc ces questions-là sont jamais intervenues dans le choix d'un projet ou dans la manière de le faire. Après, je trouve ça très agréable de gagner de l'argent avec ce genre avec une occupation pareille, quoi.
Quand il y a des droits d'auteur qui tombent sur mon compte, je suis bien content, quoi. D'ailleurs, là, pour la première fois, là, j'ai un contrat plutôt intéressant. Ça ne change pas mon attitude vis-à-vis du dessin ou de la BD. Je vais pas changer de manière de faire ou quoi que ce soit parce que tout d'un coup, il y a de l'argent qui rentre en jeu. Mais par contre, je suis très content de me dire quand j'ai fini une page, tiens, ça correspond à tant d'euros, c'est pas mal. Les contraintes commerciales, les contraintes de ce type-là sont quand même assez rassurantes en fait pour les gens qui y croient, je pense. Ça permet de canaliser son boulot, tandis que quand tu n'as pas ça, il y a plus que des valeurs artistiques qui existent et c'est là, elles s'arrêtent plus, quoi. À quel moment ce que tu fais est bien ou pas bien. Par exemple, quand je fais, enfin, j'en fais plus trop maintenant parce que j'aime pas trop ça, mais à un moment, je faisais pas mal d'illustrations, notamment pour la pub. Et là, effectivement, le boulot, on te le donne, on te dit combien tu vas être payé, et l'enjeu, c'est de le faire le mieux possible pour le commanditaire et de le remettre à temps. C'est toutes des contraintes de ce type-là. Et une fois qu'il est remis, que le client est content, tu peux être content, ton boulot est bien fait. À un moment, les limites s'installent juste de manière très pragmatique. C'est que le travail se fait et les pages se terminent. Une fois que tu retires ces critères-là, qu'il n'y a plus que toi en fait qui doit être content de ce que tu fais ou que ça devient plus compliqué en fait. J'ai toujours été en recherche comme ça de consécration, de reconnaissance surtout, je pense. Et j'y ai couru quand même, quoi. J'ai cherché un travail qui aurait plutôt une reconnaissance auprès de mes pairs, plus qu'une reconnaissance. Ça fait partie de tout le jeu que je ne suis jamais rentré dans une logique commerciale ou que c'est pas un choix, c'est que je sais pas le faire. Et que donc, j'ai toujours vu le travail de bande dessinée, la création en gros, comme une sorte de miroir, une espèce de reflet de soi. Une espèce de miroir de soi. J'ai toujours envisagé le travail comme une sorte d'autoportrait finalement au bout du compte, quelque histoire qu'on fasse, mais à un moment, donc c'est très auto-centré. Et je trouve pas ça très bien. Hein. C'est pas forcément facile à vivre. Sans doute que le Four d'Or, ça fait partie de ça aussi. C'est quand même un succès plus d'estime et de critique qu'un succès public. Hein, et puis mes bouquins n'ont jamais rencontré le public, en tout cas suffisamment. Ça reste quand même assez marginal. Moi, j'ai jamais été un auteur grand public, on va dire, où j'ai vendu beaucoup d'albums. Lewis Trondheim, auteur entre autres de la série Lapino et co-auteur avec Johan Sfar de la série Donjon. Celui que j'ai dû le vendre le plus, c'est peut-être Donjon Zénith, tome 1, doit être à 90 000 exemplaires au bout de 25 ans. 90 000 exemplaires au bout de 25 ans, c'est pas énorme. Quand je fais un bouquin, généralement, il y a un Lapino qui sort, il va se vendre entre 10 et 20 000 exemplaires. Ce qui est bien, pour moi, ça va. Mais c'est pas 100 000 exemplaires, c'est pas 200 000 exemplaires. Et je me suis dit que c'était bien. Parce que si tu vends à 300 000 exemplaires, sachant qu'un bouquin est vendu 10, 15 euros, 20 euros, peu importe, tu vas toucher 1 ou 2 euros par bouquin. Donc tu fais un livre on va dire à 300 000 exemplaires, tu touches 2 euros par livre, tu vas toucher 600 000 euros si tu es auteur complet. 600 000 euros, tu fais un livre, ok. Tu en fais un par an, tu as 600 000 euros, tu en fais 2 par an, tu as 1 200 000 euros. Comment, à un moment, te dire non, je ne vais pas le faire, ou non, je vais faire autre chose. Donc, je pense que le risque, c'est d'être prisonnier de son personnage un peu iconique et qui rapporte des sous et pas pouvoir s'en sortir. Il y en a qui s'en sortent, évidemment. Tu prends Zep, il fait Titeuf qui se vend beaucoup, et à côté de ça, il a un style un peu plus réaliste où il peut faire des choses plus adultes qui lui plaisent et qui sont bien. Mais souvent, et en tout cas dans les anciens temps de l'âge d'or, du premier âge d'or de la bande dessinée,
les auteurs étaient contraints de faire la même chose toute leur vie. Et au début, c'est bien, et puis au bout d'un moment, ça pose problème, quoi. Franquin, par exemple, s'est senti vraiment à un moment prisonnier quand il s'est rendu compte qu'il avait repris Spirou, que c'était pas vraiment son bébé. Frédéric Janin, co-auteur entre autres des séries Germain et nous, Que du bonheur et membre des Snuls. Et donc quand il a arrêté Spirou, c'était justement pour pouvoir explorer d'autres choses. Et je pense que les auteurs qui tout à coup ont eu un gros succès avec un personnage et que le monde entier leur a dit « tu dois continuer parce que les gens aiment bien », c'est affreux. Enfin, c'est une prison dorée. Quand j'étais donc post-ado et que j'ai commencé à faire des bandes dessinées avec Delporte notamment, Delporte ne m'a jamais incité à m'attacher à un personnage et à le développer. Il y a une sorte de plaisir aussi de prendre du recul, de pas être... Je pense que Delporte avait aussi vu dans son entourage des gens qui, une fois qu'un personnage marchait ou qu'une série marchait, se sentaient obligés de ne plus jamais faire autre chose. Et c'est bien et c'est pas bien. De toute façon, je ne vois pas pourquoi peut-être qu'on ne doit pas juger et que les deux se tiennent, probablement. Mais disons que moi, peut-être parce que je suis vieux maintenant, je me dis, ouf, j'ai eu de la chance de pouvoir faire d'autres choses que tout le temps. Si on m'avait obligé à continuer Germain et nous jusqu'à la fin de mes jours, ça m'aurait empêché de faire des tas d'autres trucs. Donc, merci à l'éditeur qui un jour a dit, on va arrêter Germain. On le remercie. Ouais. C'est parce qu'on est aussi prisonnier de critères commerciaux. Et que c'est dommage, évidemment. Si on parle d'un moyen d'expression et si on parle d'art, c'est vraiment dommage de parler de commerce. Mais est-ce que l'un va sans l'autre? Je n'en sais rien. En tout cas, comme les anciens disaient, la bande dessinée, c'est plutôt un artisanat qu'un art. Alors, ils s'attachaient peut-être à ce truc-là et ils écoutaient plus favorablement les considérations de l'éditeur ou bien des commerciaux. Mais Delporte, en tout cas, ne m'a jamais mis dans ce chemin-là. Il a le plaisir de faire et de partager, prendre des chemins et espérer que des gens vont les prendre aussi. Et les gens vont nous suivre et qu'on va pouvoir prendre une direction ensemble et s'amuser ensemble. Ça a plus de valeur, plus que le nombre d'exemplaires vendus, quoi. Je crois. Mais bon, il faut de tout. Quand je sors un bouquin, ou quand je sors un sketch pour la télé, ou quand on faisait des choses avec Stéphane Iberski, en général, en fin de journée, on disait « les gens qui aiment bien aimeront bien, et ceux qui n'aiment pas n'aimeront pas ». Et ça cloue le bec à toute considération. Je veux dire, on fait les choses, on espère qu'on peut partager. J'aime bien ce mot, c'est un peu... Partager. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est partager un petit chemin, et que ceux qui aiment bien et partagent avec nous, et le nombre n'a pas d'importance. Enfin, tant qu'on peut continuer à remplir son ancienneté, à payer son gaz et son électricité. Enfin bon, ça c'est autre chose. Mais moi je trouve que c'est important de ne pas plaire à tout le monde, vraiment. Parce que diviser, c'est pas mal. Parce que des gens n'aiment pas, c'est pas un défaut, je crois. Je pense qu'on doit se méfier du degré de séduction qu'il y a dans notre travail. Je pense que on ne peut pas anéantir complètement cette partie-là. La séduction fait partie des choses. Je crois que quand on est un petit enfant et qu'on dessine, on dessine pour soi-même, mais on dessine aussi pour que les parents ou quelqu'un autour disent « Waouh, c'est chouette ce que tu as fait !» Et alors ça crée ça lance un petit moteur d'envie de continuer. Donc la séduction, on ne peut pas l'anéantir, mais si la séduction prend toute la place, ça va être difficile de trouver une vraie personnalité, ou enfin j'en sais rien. Je crois que je suis en train de dire n'importe quoi. Ah non, moi je trouvais ça, j'étais embarqué. Chouette. Je trouvais ça super. Mais je trouve la notion de séduction,
je dirais pas qu'elle est non plus centrale, mais elle est quand même toujours un peu là dans les rapports qu'on entretient entre nous, et donc forcément aussi en art. Je trouve que tu as raison, c'est-à-dire que c'est de la énorme mauvaise foi de l'anéantir complètement. Mais je pense que c'est intéressant de la remettre en question tout le temps et de se dire, par moment, je ne sais pas si les gens vont bien aimer, mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et je reviens comme un vieux radoteur avec la phrase de Goscinny qui était quand même cruciale, c'est que on ne peut pas demander aux gens de nous dire ce qu'on doit faire. On doit faire ce qu'on a envie et éventuellement leur montrer quelque chose que eux ne connaissaient pas et qu'ils vont peut-être adorer quelques années plus tard. Mais si on remplit le journal avec des choses qui sont simplement des réponses à « qu'est-ce que vous avez envie qu'on mette dans le journal ?», on est foutu. Il faut savoir, je reviens toujours un peu dans l'école de Marcinelle parce que c'est un domaine que je connais un peu mieux, mais l'éditeur, donc Charles Dupuis, à l'époque, demandait à n'importe quel jeune dessinateur de faire la même chose que ce qui marchait, c'est-à-dire des personnages un peu rondouillards en caoutchouc et des blagues classiques et ne pas trop choquer les petits lecteurs, mais les amuser, avoir un petit clin d'œil. Il y avait toutes sortes de critères qui étaient là, mais qui ont très vite ringardisé complètement cette école de Marcinelle. Et forcément, quand les Français ont commencé à se dire « mais non, la bande dessinée, c'est pas un truc belge, regardez ce qu'on sait faire », ça a un petit peu écrabouillé ces critères basiques de la première école. Et donc, ça a permis à des dessinateurs d'expérimenter d'autres styles, tout en restant de la narration graphique. Et c'est pour ça que l'exemple qui me vient à l'esprit, mais qui est le plus bateau, c'est Jean Giraud. Donc Gire fait un western classique qui est juste dans la lignée de ce que faisait J.G., qui était son maître à penser. Et puis, il expérimente un autre style graphique qui est peut-être plus hermétique pour le grand public, mais fuck le grand public. Franchement, heureusement qu'il a pris ce chemin et que ça rejoint ce que disait Goscinny. Donc, c'est que quelques années plus tard, le grand public a trouvé ça vachement bien, ce qu'il faisait, et qui n'était pas prémâché. C'est un exemple parmi d'autres. C'est ça qui nous maintient en vie aussi, c'est de pouvoir chercher des chemins qui n'ont pas encore été explorés. Je crois que maintenant, on est sur une planète où tout le monde a presque tout exploré, et donc on est au bout d'un chemin. Mais est-ce qu'un jour, graphiquement ou musicalement, on va être dans le même trop-plein et le même cul-de-sac, en fait? C'est affreux ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, dans le fond, on est à peu près dans le même... C'est à peu près la même chose, en fait. Si on écoute la musique d'aujourd'hui, si on regarde les séries ou les films, si on regarde les arts graphiques, c'est comme si on avait tout exploré déjà. Et le pire, je crois, c'est qu'on revient avec l'idée que les gens aiment bien qu'on leur serve la même chose. Et donc, si on dit que les gens aiment bien qu'on leur serve la même chose, probablement on est en bout de course, quoi. Là, on va vite s'embêter. Il y a quand même un malentendu. Enfin, il y a pas un mal... Je sais pas si ça m'a entendu, mais il y a une question qui finalement a l'air de se poser, de continuer à se poser. Philippe Dupuis, auteur entre autres des bandes dessinées Mon papa dessine des femmes nues et J'aurais voulu voir Godard. Cette question même que tu me poses, elle révèle que c'est pas réglé, que la question est là, c'est est-ce qu'on fait de l'art, quoi ? Est-ce qu'on fait de l'art ou est-ce qu'on fait des produits pour une industrie ? Ce qui est aussi, effectivement, parfois de la bande dessinée ou la manière dont certains auteurs ou autrices leur manière de l'aborder. Ce qui n'est pas une critique. De la série, j'en ai fait avec Charles, avec les contraintes que ça représente et donc une perspective d'un marché. Alors, c'est pas que nous, on avait cette perspective-là, mais derrière, l'éditeur, les commerciaux, la force de vente, la comptabilité... Surtout aujourd'hui, ils ont ça en tête.
Alors, on peut rentrer dans ce principe-là et l'avoir en tête, et je pense que ça amène une certaine manière de travailler et qui n'a pas la même liberté. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des libertés par endroits, mais j'ai un sentiment de fractionnement. Moi, ma manière, mon envie de travailler, c'est d'avoir la liberté et de me dire, est-ce que je crois qu'il y a des gens pour lire ces livres ? Et que, en fait, après... Bon, moi, je ne fais pas le boulot de vente, hein. Je ne fais pas le boulot de fab, d'impression. Enfin, voilà, j'ai des éditeurs et qu'en fait, après, l'idée, c'est que toute cette équipe-là, et puis les libraires et les journalistes forment un ensemble pour aller trouver ces personnes qui peuvent lire mes livres, qui ont envie de les lire, pour lesquels ça ne va pas tomber des mains et qui vont en retirer quelque chose après lecture, ce qui est un peu ce serait ma récompense suprême. C'est qu'en plus... Derrière, ça laisse quelque chose et que ça crée comme une relation entre moi et les lecteurs et les lectrices. Et après, la question que je ne maîtrise pas, est-ce qu'ils sont 2 ou 3 ? Est-ce qu'ils sont 200 ou 300 ? Est-ce qu'ils sont 2000 ou 3000 ? Est-ce qu'ils sont 20 ou 30 000 ? 200 000, 2 millions, 3 millions. Bon, 2 millions, 3 millions, c'est sûr que je ne les ai pas, même en dessous, largement. Mais c'est ça, juste le défi. Donc, après, est-ce qu'on m'accordera toujours cette liberté-là ? Là est la question, mais là c'est une question qui m'échappe, sur laquelle je ne peux pas. C'est une question de société, de marché, d'évolution de l'édition, d'évolution de beaucoup de choses. Je sais pas. J'espère beaucoup parce que je prends tellement de plaisir à faire ça et que je sais et non seulement je l'espère, mais c'est que par contre je sais qu'il y a des gens pour lire mes livres. Et que ceux qui vont, ou celles qui vont vers ces livres-là, bon, il y a des déçus. Hein. J'ai eu, sur le dernier, Mon papa dessine des femmes nues, j'ai eu une critique incendiaire, mais vraiment incendiaire, mais qui m'a fait comprendre que ce journaliste-là, je ne fais pas du tout la bande dessinée qu'il a envie de lire, les livres qu'il a envie de lire. Mais c'est normal, il y en a beaucoup plus sans doute comme ça que ceux qui ont envie de lire. Mais après, j'ai eu des retours encore récents sur ce livre même d'amis qui avaient mis du temps à le lire, et puis je l'ai enfin lu là. Et puis voilà, du coup on parle de création et ça pose ces questions-là. Donc oui, il y a. Après, il faut trouver l'adéquation avec la structure éditoriale. C'est presque là, je trouve que c'est le plus difficile. Mais les lecteurs, je suis pas inquiet. Les lectrices, je suis pas inquiet. Il faut juste aller les chercher. Je sais pas où ils sont des fois. Hein, c'est le truc. Mais c'est pas facile. Pour personne, c'est facile, je trouve. Cette rencontre avec un public. Non, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que moi, ça me revient tout le temps. Vous faites des livres difficiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que les livres faciles, qu'on me dit, là, je parle vraiment dans le domaine éditorial. Voilà, un livre facile, c'est ça. Vous trouvez, moi, je trouve ça super dur. Moi, j'arrive pas à les lire vos trucs là, vos bédoches là, qui sont faciles. Et je comprends que mes livres soient difficiles pour d'autres personnes. Ils vont peut-être dire de la bédoche aussi, ou un autre terme. Ils vont dire t'es BD un télo, ils vont dire. Alors que moi, c'est super d'être un télo. C'est super de réfléchir. C'est gai de réfléchir, quoi. Voilà, c'est même rigolo des fois de réfléchir. On peut même transformer ça en jeu. Donc, on voit que c'est un problème d'incompréhension, en fait, ce truc-là. C'est juste... Alors, aller vendre les BD faciles aux gens qui aiment lire ces BD faciles, ce qui n'est peut-être pas d'ailleurs un grand compliment à leur faire, parce qu'en plus, dans ces BD entre guillemets faciles, il y a quand même des trucs super, mais qui sont sur un autre mode narratif, un autre mode visuel ou artistique. Et puis mes BD intello et arty, comme on dit, je préfère m'adresser à ces gens à qui ça plaît. Mais en fait, du coup, si on veut parler de difficulté, la vraie difficulté, c'est pas ça. La difficulté, c'est c'est pas facile de faire un livre. Oui, c'est pas facile d'être un bon éditeur. Mais oui, c'est pas facile d'être une bonne attachée de presse. Et puis c'est pas facile d'être un bon journaliste. Et c'est pas facile d'être un bon libraire. Et je sais pas si c'est facile d'être un bon ou une bonne lectrice. Mais rien n'est facile. C'est vrai que ça aussi, oui. Je veux dire, qu'est-ce qu'on croit, quoi, que c'est facile de faire un bouquin avec des repentirs, des collages, et qui a l'air, comme on me dit, faussement jeté. Je ne sais pas si c'est faussement jeté ou maladroit, parce que j'ai eu des critiques comme ça aussi,
je fais des dessins maladroits. Ouais, c'est une manière de voir les choses, la maladresse. Maladresse, c'est pas mal des fois. Hein. La maladresse qui est une forme de laisser aller dans un monde où tout est contrôlé, tout est super bien fait, où il faudrait tout super bien faire. Et ouvrons la porte aux intelligences artificielles qui font tout super bien. Qui sont pas maladroites du tout. Ouais. Ah. Quoique. Il y a des petits détails des fois, mais la vraie maladresse voulue de l'intelligence artificielle, ce serait quoi ? C'est un autre débat. C'est une autre discussion. Moi, l'aspect commercial, c'est pas quelque chose qui me fait peur en fait. L'aspect commercial, ça veut dire que c'est quelque chose que les gens ont a priori plus envie de lire. Maryse Pénal, autrice entre autres des bandes dessinées Wonder Pony et Il y a longtemps que je t'aime. Il y a des codes graphiques qui font que c'est finalement un peu flou, mais qui vont appâter plus de gens et qui vont être plus abordables pour plein de personnes. En fait, si c'est le cas, c'est bien d'en avoir conscience et c'est bien de savoir s'en servir à bon escient. Finalement, c'est pas parce que c'est commercial que c'est mal en soi. C'est mal si c'est commercial et qu'au fond, en plus, on a des idées pourries. Et puis, voilà, c'est ça le problème. C'est pas, moi, l'aspect commercial d'une BD, elle me gêne pas. C'est ce qu'il y a dans le fond de la BD qui va me plaire ou pas. J'essaie de pas trop... En plus... On dit commercial ou quoi, mais il y a aussi beaucoup de BD, ou d'auteurs qui ont un style volontairement auteuriste, qu'on pourrait dire. Et c'est une autre forme d'aspect commercial. C'est juste que c'est pas le même public. C'est un public qui va être beaucoup plus cultivé, qui va aussi être financièrement plus aisé, parce qu'en fait, c'est quand même ça aussi. C'est aussi une forme de culture légitime. Quand on dit qu'on fait un travail qui n'est pas commercial du tout, ça veut dire qu'on plaît à une élite, à des gens qui ont des références culturelles, etc. Et je trouve pas que ça soit forcément beaucoup plus noble non plus. En tout cas, voilà, moi, c'est pas forcément disqualifiant que l'emballage d'une œuvre soit commercial. Toi, le grand public t'intéresse ? Alors, ça dépend. Pour chaque projet, c'est différent. Mais si je fais de la bande dessinée jeunesse, j'ai envie de parler à... si j'ai envie de faire une bande dessinée où je me dis, la lectrice que j'imagine en tête, elle a 11 ans... Et voilà, j'ai envie de parler à un maximum de lectrices de 11 ans, évidemment. Donc le grand public, ça m'intéresse forcément. Et après, il y a des bandes dessinées où forcément, je vais avoir en tête un public un peu plus pointu. Là, par exemple, quand je disais que je réfléchis à des sentiments précis que j'ai envie d'exposer dans une bande dessinée, il y a une part de moi qui se dit, logiquement, ça ne pourra pas toucher tant de gens que ça. Ça pourra toucher des gens à qui ce sentiment a déjà parlé, et des gens aussi qui ont réfléchi un peu à leur manière de ressentir des choses. Donc il y a forcément des BD qui, par le sujet, ne peuvent pas être si grand public. Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple une BD où le sujet peut-être n'est pas commercial, mais avec un enrobage un peu très commercial ? Et je me demande si ce serait une manière de rendre plus accessible peut-être certains sujets plus obscurs, ou peut-être inversement, hein, je ne sais pas si c'est peut-être un style peu commercial, mais sur un sujet commercial. Je réfléchis aussi à la question. Est-ce que ça t'inspire quelque chose ? Oui, puisque c'est à 100% ce que j'ai essayé de faire avec Wonder Pony au final, d'avoir cet emballage commercial qui dit notre truc. Cette bande dessinée pour enfants que j'avais faite qui s'appelait Wonder Pony, qui est rose, qui est violette, qui a vraiment tous les codes de je veux être une BD achetée par palette par des petites filles. C'était le but d'avoir cet emballage vraiment très facile d'accès, parce que c'est aussi ça quand on dit commercial, c'est que ça peut parler à beaucoup de gens, ça va pas être effrayant, il y aura pas le côté élitiste aussi, parce que c'est quelque chose qui m'importe de pas être lu que par des enfants de profs par exemple, mais de toucher un public le plus large possible. Et donc c'est pour ça que j'ai fait cette bande dessinée avec cet aspect-là. Le but, c'était que le cœur de ce que j'avais à dire soit quand même assez sincère, assez sérieux. J'avais quand même envie de raconter une histoire malgré tout un peu originale et malgré tout qui
qui disent des choses que moi j'aurais aimé lire quand j'avais l'âge de Wonder Pony, donc quand j'avais une dizaine d'années. Et je pense que le propos est quand même un petit peu original, mais j'avais envie que ça soit le moins effrayant possible et que vraiment ça soit très accessible. Et c'est pour ça que j'ai donné cette forme, même dans l'histoire d'ailleurs, puisque c'est une histoire de super-héroïne, c'est un truc hyper classique. C'est un truc classique, c'est des visuels qui sont un peu, pas classiques, mais à la mode et qui peuvent ressembler à ce qu'on voit à la télé, en fait, tout simplement. Et donc c'était ça mon idée, c'était que ça se retrouve dans des mains d'enfants qui n'auraient peut-être pas eu accès à ce genre d'histoire autrement. Alors, c'est très présomptueux, j'ai l'impression dit comme ça, mais dans ma tête, à ce moment-là, c'était ça que je voulais. Et c'est vrai que donc, c'est un livre qui a été sélectionné au festival d'Angoulême. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, parce que quand il était sorti, j'ai eu peu de presse, parce que c'est un livre déjà pour enfants, et qui en plus avait ce visuel donc très mainstream, qui fait que ça ne va pas intéresser justement la presse bande dessinée. Et quand il a été sélectionné à Angoulême, j'ai eu quelque chose de quelqu'un a compris ce que j'ai voulu faire quelque part, et quelqu'un a compris que j'ai pas juste fait un truc qui parle de poney et qui utilise tous les éléments pour appâter les petites filles et puis qui en fait rien, qu'il y avait quand même une espèce de fond, que j'ai quand même essayé de raconter quelque chose, et ça m'a fait très plaisir. Mais vraiment, commercial, je trouve que c'est une manière un peu... c'est pas trop... Hein. Enfin, je comprends le terme, mais je trouve que c'est vraiment... Si on s'en sert pour disqualifier des œuvres, je trouve que c'est un peu nul. Je trouve que c'est pas suffisant. Il y a plein de trucs commerciaux que j'adore. Il y a plein de trucs commerciaux qui ont une certaine profondeur. Moi, un de mes films préférés de tous les temps, c'est Spider-Man de Sam Raimi, tu vois. Donc, c'est vraiment un blockbuster. Le combien ? Le premier. Mais j'aime aussi le 2 et même le 3, il est pas si mauvais. Juste aussi, des fois, il faut accepter que créer une œuvre... par exemple, ce que j'adore avec Spider-Man de Sam Raimi, c'est que c'est pas quelqu'un qui est là en train de nous passer un message de fou, encore que il y en a, mais c'est aussi quelqu'un qui réussit à créer une œuvre qui est ultra divertissante. Et réussir à faire quelque chose qui est ultra amusant, c'est déjà hyper dur, et c'est déjà un défi en soi, et c'est intéressant de travailler là-dessus aussi. Et c'est pas parce que c'est ultra fun que c'est moins bien, c'est trop bizarre de voir les choses comme ça. Alors ça me fait penser à une question que je t'ai pas encore posée, qui est, est-ce qu'un bon moment de lecture pour toi, c'est une lecture divertissante? Ou en tout cas, quel est ton rapport avec cette notion de divertissement? Toi, tu fais attention à l'être? Ouais. Moi, je fais attention à être divertissante, effectivement, parce que aussi parce que forcément, on réfléchit à soi-même si on est lecteur. Moi, je suis la pire lectrice. Il y a une bulle où il y a trop de texte, je la saute, en fait, je la lis pas. J'ai besoin qu'on capte mon attention et j'essaie de faire ça dans mon travail. En fait, c'est la base pour faire de la bonne BD, il me semble. Hein. C'est travailler son rythme pour pas qu'on s'ennuie. Voilà, tous les petits tricks qu'on a en BD où on met des petits suspens à la fin de la page pour tourner, etc. Je trouve que c'est pas superflu. Le lecteur, il nous doit rien. Pourquoi il se forcerait à lire un truc qui le retient pas, qui l'amuse pas? Enfin, moi, je suis contre. J'ai pas envie de forcer les lecteurs à s'ennuyer, quoi. Donc, évidemment que j'essaie d'être divertissante parce que je pense que c'est la forme la plus efficace pour raconter des choses, et parce qu'aussi, c'est presque une forme de politesse. J'estime que j'ai aussi à rendre mon propos intéressant et agréable. You know, I write books for myself, first and foremost. Derf Backderf, auteur entre autres des bandes dessinées Mon ami Damer et Kent State. And
I figure if I like what I'm doing, then maybe somebody else will like Vous it. savez, j'écris des livres pour moi avant tout. Je me dis que si j'aime ce que je fais, peut-être que quelqu'un d'autre l'aimera aussi. I don't think about, oh, this is going to be a big seller, or this. Mais je me dis pas, oh, ça va bien se vendre ou ça va gagner un prix. That's just not how I think. Ce n'est pas ma façon de penser. During the artistic process, do you Pendant have, le processus créatif, est-ce que vous faites beaucoup relire vos planches? Est-ce que vous demandez des retours? you make it, No. Nope. Mm-mm. I don't show it to anybody. Non, je ne montre le travail à personne avant qu'il ne soit Until it's complètement completely écrit et written crayonné. and penciled. Puis seulement je le montre à des gens. But even then, it's Mais just même my là, ce editor n'est and qu'à my mon wife. éditeur et à ma femme. And that's Et it. c'est tout. Yeah. I trust my own Je fais confiance à mon instinct. are you interested in being Est-ce que être mainstream vous intéresse? No. We are what we are. Non, on est ce qu'on est. Of course, what is mainstream? Puis qu'est-ce que c'est le mainstream aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore une différence? Il y en avait une quand j'ai commencé et que je faisais ces strips de bande dessinée underground et délirants, comme True Story. But, and that was underground. Ça, c'était underground. Different. But C'était then différent. it's all kind of just Puis tout ça a fini par devenir la même chose. the mainstream figured out they could make money off Le mainstream a compris qu'il pouvait faire de l'argent avec la contre-culture, qui a donc cessé d'être de la So contre-culture. I don't think it exists anymore. Donc je ne pense pas que ça existe encore. so you think underground comics Donc vous pensez que la bande dessinée underground est devenue plus mainstream maintenant? I think they can be if Je pense qu'elle peut l'être, si le mainstream les remarque. Well, I mean, look at Matt Groening. Regardez Matt Groening, le créateur des Started Simpsons. out very Il a underground. commencé très underground et soudain il est devenu une sorte de géant multimédia. Multimedia giant. How did that happen? Comment est-ce que c'est arrivé? Personne ne le sait. That's when it really happened. That's when Mais it c'est ce qui started. s'est passé. C'est là que la frontière a commencé à s'estomper. do you think it's possible to make comics that have Est-ce que vous pensez qu'il est possible de faire de la bande dessinée qui soit artistiquement aboutie and et also mainstream en being même temps? mainstream at the same time? Oh, sure, yeah. Bien sûr. Yeah, why Pourquoi not? pas? I mean, there have been plenty of great comics. Il y a eu beaucoup de grandes bandes dessinées dans l'histoire qui étaient très mainstream. There's still great comics. Et ce sont toujours de bonnes bandes dessinées. I mean, you know, excellence is not determined by how many. L'excellence n'est pas déterminée par le nombre de ventes, It's by what you're doing and how mais you par do ce it. que l'on fait et comment on le fait. Yeah, I don't think that has. Alors je ne pense pas que c'est le moindre impact. I mean, if it's a committee. Je veux dire, c'est une comédie que des gens jouent. Des produits, c'est quelque chose de différent. But there's still some great creators. Mais il y a toujours de grands créateurs qui travaillent pour Marvel, DC, Disney or whoever. ou qui que ce soit d'autre. Are you a reader of Marvel? Êtes-vous un lecteur de bandes dessinées Marvel ou DC? No. I actually don't read a lot Non, of comics. croyez-le ou non, en fait, je lis pas beaucoup de bandes dessinées. I did when I was younger. J'en lisais quand j'étais plus jeune, mais j'ai arrêté de lire des bandes dessinées quand j'ai commencé à en faire. Just because I don't want other people. Simplement parce que je voulais pas que les idées des autres se bousculent dans ma tête. So it was a way C'était to donc une focus façon de vous concentrer sur votre propre style. Exactly. It works for me. Exactement. Ça a marché pour moi, je vais pas m'en People give me excuser. strange looks. Les gens me regardent bizarrement quand je leur dis ça. Tu ne lis pas de bande dessinée? You know, how much time can Mais you bon, devote? combien de temps on a à consacrer à de la bande dessinée, hein? I have a question about entertainment. J'ai une question à propos de la notion de Comics in divertissement. general is very La bande associated dessinée est with the généralement idea of très associée à l'idée de divertissement. Et dans vos livres, je ne sais pas si vous faites attention à divertir le lecteur. Well, you want to keep their Eh attention. bien, si vous voulez garder leur attention, est-ce que c'est la même chose que de les divertir? Entertaining sounds like they should be having fun. Divertir sous-entend qu'ils devraient s'amuser. They're gonna have fun reading My Friend Je Dahmer. ne pense or pas Kent qu'ils State. s'amusent en lisant Mon ami Dahmer ou Kent State. But I want to hold their attention. Mais je I veux want retenir them leur to keep attention, turning je veux the qu'ils page. continuent à tourner la page. I want them to, you know, not just Je throw ne veux the pas book que le livre away. leur tombe des mains. So, I mean, those things are Ça m'importe. But I can't say I think about Mais à it vrai a lot. dire, je n'y pense pas beaucoup à tout ça. Est-ce que pour vous, un bon moment de lecture en bande dessinée se doit d'être divertissant d'une manière ou d'une autre? Non, je dirais pas. Enfin, ça peut être un divertissement, la bande dessinée, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être diverti. François Hérol, auteur entre autres des bandes dessinées Un certain silence et Océan Express. Le divertissement, c'est ce qui détourne de l'essentiel, en fait. C'est un peu la définition, je crois. Comme la distraction. Moi, je préfère l'attraction, et ce que j'aime pour une bande dessinée ou n'importe quoi d'autre, un film, une musique, c'est
c'est pas d'être diverti, en fait. Au contraire, c'est d'être pris dans quelque chose qui va changer quelque chose en moi. Pas forcément qui va me faire oublier d'une manière un peu futile les problèmes de la vie. Donc je pense que moi ce que j'aime dans la bande dessinée, mais dans tous les autres domaines, c'est quand on n'est pas au fond de son fauteuil, mais plutôt penché en avant, qu'on écoute avec attention, qu'on regarde. Et ça demande peut-être un effort, mais qui est récompensé au centuple, je pense. Pour prendre l'exemple typique, actuel, ce serait Chris Ware, par exemple. C'est pas un truc on va pas se dire, tiens, je vais lire du Chris Ware, là, j'ai à la plage, ça va me faire passer un bon moment. C'est quelque chose qui demande un certain effort. Effectivement. De l'attention. Mais je pense que ça vaut pour tout. Moi, je lis pas une bande dessinée pour me... C'est marrant, là, je suis en train de relire les Blueberry, par exemple. Et ce qui est censé être et je les lis très très lentement parce que c'est très dense. Et c'est une attraction qui, pour moi, ça, même si les auteurs avaient le but sûrement Charlie en tout cas, de faire un produit, du feuilleton populaire. Mais moi, j'y trouve quelque chose qui est bien plus fort que ça. C'est pas juste du divertissement, non. Il y a quelque chose de plus fort, qui amène ailleurs, qui nous sort de nous-mêmes. Je cherche pas le confort avec la bande dessinée. J'ai une question à propos de l'expérimentation. Donc vous parliez vous évitiez le confort, et donc est-ce que du coup on peut dire que vous êtes dans une forme d'expérimentation dans votre bande dessinée? Et si oui, est-ce que cela n'est pas un risque de manquer de lisibilité justement et de perdre le lecteur? Je sais pas, l'expérimentation, moi j'ai pas l'impression de... on expérimente toujours quand on crée quelque chose, je pense. Après, on a l'impression que les choses sont séparées en deux. Il y a ceux qui expérimentent et ceux qui n'expérimentent pas. Alors je sais pas ce que font ceux qui expérimentent pas. Soit ils reproduisent des choses déjà faites. Mais Franquin a toujours expérimenté, il me semble, et on n'a pas... comment dire, ça reste très, très accessible. Donc je ne séparerai pas les choses. Je pense que l'expérimentation est inhérente à la création, en fait. À partir du moment où on veut créer quelque chose un peu... même, Dieu sait si Franquin n'avait pas la posture de l'artiste et tout ça, mais pourtant, dans les faits, il l'était et il expérimentait. Il a toujours expérimenté, il a toujours évolué. Par exemple, il y a toute cette notion aussi de commercial qu'on peut souvent entendre. C'est aussi une notion à laquelle vous ne faites pas attention. Ça, c'est comme l'expérimentation. Je pense que moi, je veux bien être commercial. Je demande pas plus. Enfin, pas moins. Non, c'est pareil. C'est comme la question de l'expérimentation. La bande dessinée commerciale, si elle se présente comme ça, ou la création générale commerciale, c'est celle qui veut appliquer des recettes ou des choses déjà vues. Mais quand on dit opposer la bande dessinée commerciale à une autre bande dessinée, ça n'a pas de sens non plus. Est-ce que Franquin, pour revenir à lui, d'abord la bande dessinée commerciale, ça veut dire quoi? C'est la bande dessinée qui se vend, tout simplement, qui est en vente. Mais après, donc je reviens à cette idée d'utiliser des recettes ou de faire que le lecteur soit en terrain inconnu. Je reviens à Franquin, il n'était pas... Est-ce que c'était de la bande dessinée commerciale de ce point de vue-là? Sûrement pas. Après, elle est commerciale dans le sens où elle est mise en vente et elle cherche à se vendre, tout simplement. Alors, tout dépend comment on veut se vendre, après. Si on veut juste se vendre en proposant des choses déjà connues, déjà vues, je vois pas l'intérêt. J'ai jamais voulu être un ouvrier de la bande dessinée. Les séries, ça me fait peur. Un personnage qui continue à revenir. J'arrive pas, à un certain moment, ça m'ennuie. Lorenzo Mattotti.
auteur entre autres de la bande dessinée Guirlanda et réalisateur du film d'animation La fameuse invasion des ours en Sicile. Je n'arrive pas à les faire, ça ne m'intéresse pas, je gagne beaucoup plus en faisant l'illustration, en faisant la peinture, en faisant ça. Si on commence à être trop professionnel, je m'ennuie beaucoup. Professionnel dans le sens métier. Ah, ça, c'est pas très intéressant pour le public. Ah, ça marche toujours si tu fais faire un truc comme ça. C'était des types de phrases que je ne supporte pas dans la bande dessinée. Par contre, dans le cinéma, j'ai travaillé avec des grands professionnalistes du scénario. Et là, je devais travailler vraiment comme ça. Et je crois qu'il a donné ces résultats aussi. Des gros résultats. Mais, comment dire, il y a toujours l'envie je crois d'être un professionnel, que je peux faire les choses traditionnelles, mais ça ne me suffit pas. Il faut passer les limites, la frontière, et c'est là qu'on crée quelque chose que ça m'intéresse vraiment. Risquer, dépasser ce niveau-là, s'amuser, risquer, expérimenter, trouver de nouvelles choses, m'émerveiller. Tu comprends? Faire un livre de bande dessinée désormais 150 pages que tu t'émerveilles jamais, c'est impossible pour moi. C'est impossible. Je n'accepterai jamais de le faire. Je ne pense pas au public pour avoir du succès. Comment dire? Tu penses au public qu'il va bien s'amuser, qu'il va bien aimer, qu'il va bien ça. Je pense au public comme quelqu'un à qui je veux parler. C'est très important, c'est-à-dire je pense toujours au public. Un dessinateur, il pense toujours au public, sinon il ne fait pas de dessin. Il veut toujours communiquer à quelqu'un d'autre. Dans ma tête, il y a toujours quelqu'un qui va voir les dessins. Tu comprends? Je l'ai fait concentré sur mon monde, je l'ai fait au maximum que soit moi-même, pour que qui les regarde, il peut comprendre plus de moi-même. En fait, je veux lui communiquer le maximum de que je suis. Mais le public, il y a. Tu comprends? C'est une façon de penser au public un peu différente. Ah oui, parce que c'est de la communication, oui. On exprime quelque chose pour évidemment que quelqu'un le lise. Ouais. Mais c'est différent à penser au public pour que les livres vendent bien, que les gens ils comprennent tous bien, tu comprends? C'est une façon de penser différente. Je ne dis pas que ce soit négatif l'autre, c'est seulement que moi, je n'arrive pas à ça. Oui, le marché était différent de maintenant, très différent. Aujourd'hui, il y a une explosion de la production, de l'édition, des possibilités, ce qui d'une part est très bien parce que ça ouvre les portes. Louis Fang, scénariste entre autres des bandes dessinées L'odeur des garçons affamés et Smoking, la révolution Yves Saint-Laurent. Et d'autre part, qui est très destructeur aussi, parce qu'on arrive à une crise de la surproduction et puis du coup une crise pour les auteurs qui arrivent avec de plus en plus de difficultés à vivre de leur activité artistique.
Donc c'est à la fois plus facile d'une certaine manière maintenant, parce qu'il y a beaucoup d'entrées, mais c'est plus difficile parce qu'il y a plus de monde. Et il y a beaucoup plus de livres, donc moins de visibilité. Enfin voilà, les places sont chères. Les librairies ne sont pas illimitées en termes de superficie, donc il y a un engorgement qui est gravissime pour le milieu. Je ne sais pas comment on va sortir de tout ça, mais je sais que d'ores et déjà les dégâts sont grands du côté des auteurs. Je pense que pour des jeunes auteurs et des jeunes scénaristes qui débutent, il faut être très déterminé, il faut vraiment s'accrocher. Et moi, le conseil que je donne aux jeunes auteurs ou à mes étudiants, c'est de ne pas essayer de trouver la recette qui marche. Parce que ça, mais personne ne l'a. On ne sait pas pourquoi les choses, elles marchent. On a beau les paramétrer, les calculer, alors oui, des fois ça tombe juste, mais c'est pas parce qu'on l'a souhaité que ça marche. Et puis, dans quel domaine on veut œuvrer? Moi, j'ai plutôt envie de former des auteurs que des exécutants, ou même si tout le monde a le droit d'exister, moi je condamne pas des gens qui produisent. Ce que je condamne, c'est la surproduction, c'est cette course à faire de plus en plus de livres qui est complètement folle. Mais moi, en l'occurrence, les jeunes auteurs que je rencontre ou les étudiants que je forme, je les pousse plutôt à chercher leur propre voix, chercher leur singularité. Parce que tout simplement, moi, en tant que lectrice, c'est ça que je cherche dans un livre. C'est la singularité, de lire quelque chose que je n'ai pas encore lu auparavant, quoi. C'était le podcast La Planche. Musique par le groupe Le Noir, Garance Midi, Kevin MacLeod et Scott Buckley. Un immense merci à tous les auteurs et autrices pour leur patience et de m'avoir accordé de leur précieux temps. Un énorme merci au Musée de la BD de Bruxelles d'avoir financé, suivi ce travail et d'avoir rendu tout cela possible. Des remerciements tout particuliers à Isabelle de Becker, Salva Di Bernardo, Laurent Lenoir, Thibaut Fontenoy, Tine Anthony, Marie Nif et Wivine Van Donade. Un immense merci à ma famille et à mes amis de m'avoir soutenu dans ce périple. Et un grand merci à vous, bien sûr, pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura plu. Au revoir.